Le manoir de Newport se dresse encore aujourd'hui sur Bellevue Avenue, bien que les habitants refusent d'en prononcer le nom à voix haute. Derrière sa façade immaculée de marbre et ses jardins parfaitement entretenus se cache une vérité si troublante que 3 générations de familles du Rhode Island ont conspiré pour l'enterrer. Entre 1861 et 1863, 7 hommes sont morts mystérieusement entre ces murs. Tous liés à la même femme, tous présentant les mêmes symptômes, convulsions violentes, ongles noircis et l'incontestable odeur d'amande amère propre à l'empoisonnement à l'arsenic. Ce qui rend cette affaire vraiment terrifiante n'est pas seulement la nature méthodique de ces meurtres, mais la révélation qui a surgi des décennies plus tard d'un sous-sol scellé du tribunal. La meurtrière avait été aidée par des membres de la propre famille de ses victimes, y compris par ceux qu'elle empoisonnait. Avant de poursuivre avec l'histoire de Margaret Aldridge et de l'anneau d'empoisonneuse de Newport, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications, car ce sont précisément des récits comme celui-ci, enfouis par des familles fortunées et effacés des livres d'histoire, que nous mettons au jour ici. Et dites-nous dans les commentaires de quel état vous nous écoutez. Nous avons reçu des messages de spectateurs qui ont effectivement visité ces lieux historiques, et vos observations locales ajoutent toujours une profondeur incroyable à ces enquêtes. La vérité sur ce qui s'était passé dans ce manoir commença à émerger seulement en 1924, lorsque des ouvriers de rénovation découvrirent une cache dissimulée derrière les murs de la bibliothèque, contenant des documents qui allaient réécrire tout ce que les historiens croyaient savoir sur l'une des familles les plus respectées de Newport. Newport, Rhode Island, au printemps 1861, était une ville prise entre 2 mondes. Tandis que le nord industriel se préparait à la guerre contre le sud confédéré, l'élite de Newport vivait dans un luxe sans précédent. D'immenses fortunes bâties sur les filatures, les routes maritimes et le commerce international avaient transformé cette ville côtière en terrain de jeu des riches américains. Les célèbres cottages d'été, des demeures qui rivalisaient avec les palais européens, bordaient Bellevue Avenue comme des monuments au capitalisme américain. Parmi ces merveilles architecturales se trouvait Ravenscraft Manor, le domaine de 40 pièces de la famille Aldridge. Construit en 1847 avec du marbre italien, du cristal français et de l'acajou importé des Caraïbes, il représentait tout ce que l'aristocratie américaine aspirait à devenir. La maison commandait une vue époustouflante sur l'océan Atlantique, ses fenêtres reflétant le soleil du matin comme des yeux dorés veillant sur la côte. Margaret Aldridge, à 47 ans, était considérée comme l'une des matriarches les plus redoutables de Newport. Veuve depuis 3 ans, lorsque son mari Edmund avait péri dans ce qui avait été rapporté comme un tragique accident d'équitation, elle avait pris le contrôle de l'immense fortune Aldridge avec une efficacité remarquable. Son intelligence acérée et son sens des affaires impressionnaient même les hommes les plus sceptiques de la société de Newport, qui admiraient à contre-cœur que la mort d'Edmund dût révéler une épouse bien plus capable que personne ne l'avait imaginé. Ceux qui connaissaient Margaret la décrivaient comme une femme d'allure saisissante plutôt que de beauté conventionnelle. Grande et mince, avec des yeux gris acier qui semblaient calculer la valeur de tout ce qu'ils scrutaient, elle possédait une capacité presque hypnotique à attirer l'attention dans n'importe quelle pièce. Ses cheveux foncés, désormais parsemés d'argent prématuré, étaient toujours parfaitement arrangés selon la dernière mode. Elle s'habillait richement mais sobrement, privilégiant les bleus profonds et les noirs qui mettaient en valeur son teint pâle et lui conféraient une aura de deuil perpétuel que les hommes trouvaient à la fois mystérieuse et séduisante. Les filles de Margaret représentaient l'avenir qu'elle était déterminée à assurer. Helena Nena, 23 ans, était tout ce qu'une jeune fille bien née devait être, belle, accomplie et dotée d'une disposition douce qui la rendait populaire auprès des célibataires de Newport. Sa sœur cadette, Catherine, 21 ans, possédait une nature plus vive et un esprit acéré qui inquiétait parfois leur mère, préférant des filles obéissantes à des penseuses indépendantes. La fortune des Aldridge était substantielle, mais pas illimitée. Edmund avait fait plusieurs mauvais investissements avant sa mort, et la guerre imminente menaçait de perturber les routes maritimes qui fournissaient une grande partie des revenus de la famille. Margaret comprenait que les mariages de ses filles détermineraient non seulement leur avenir, mais la survie de la position sociale de la famille. Un mauvais choix d'époux pourrait signifier le déclin progressif de tout ce que les Aldridge avaient bâti. C'est dans ce contexte de pression sociale et d'incertitude financière qu'Eleanor annonça ses fiançailles avec Charles Whitfield, un bel homme de 26 ans issu d'une famille respectée de Boston. Charles possédait exactement ce dont les Aldridge avaient besoin: jeunesse, charme, des connexions avec l'argent du textile du Nord et surtout, un héritage substantiel qui deviendrait disponible à son mariage. Il était grand et bien bâti, aux cheveux foncés et à l'assurance naturelle née d'une vie de privilèges. Son éducation à Harvard l'avait préparé à une carrière juridique, et les relations politiques de sa famille laissaient présager un avenir brillant dans la société bostonienne.
Les fiançailles annoncées en février 1861 furent célébrées comme une union parfaite par l'élite sociale de Newport. Charles était manifestement épris d'Ellelanena, lui écrivant de longues lettres pleines de poésie et de déclarations d'amour éternel. Éléanore, bien que plus réservée dans ses affections, semblait sincèrement heureuse de l'arrangement. Le mariage était prévu pour juin, laissant le temps pour les préparatifs élaborés qu'exigeait une telle union. Margaret se lança dans les préparatifs du mariage avec une intensité qui surprit même ses amis les plus proches. Elle supervisa personnellement chaque détail, du choix du tissu de la robe d'Ellelanena à l'arrangement floral de la cathédrale. Elle insista pour héberger Charles au manoir de Ravenscraftoft pour de longs séjours, prétendant vouloir connaître au mieux son futur gendre. Ces visites devinrent plus fréquentes à mesure que le mariage approchait, Charles restant souvent plusieurs jours d'affilée. Ce que la société de Newport ne comprenait pas, c'est que l'attention de Margaret envers Charles venait de quelque chose de bien plus sinistre qu'une simple sollicitude maternelle. Dès le moment où elle l'avait rencontré, elle avait reconnu en Charles quelque chose qui l'excitait d'une façon qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas de l'amour. Margaret Aldridge était incapable d'une telle vulnérabilité. C'était le frisson de la chasse, la reconnaissance d'un défi digne d'elle, et surtout, l'identification d'une opportunité qui pourrait résoudre tous ses problèmes financiers définitivement. Le premier signe que quelque chose n'allait pas survint par une chaude soirée d'avril 1861. Charles séjournait au manoir Ravenscraftoft depuis presque une semaine, soi-disant pour discuter des préparatifs du mariage et revoir des documents juridiques relatifs à la fusion des biens des deux familles. Le foyer s'était installé dans sa routine du soir. Ellelanena pratiquait le piano dans la salle de musique, Catherine lisait dans la bibliothèque et les domestiques nettoyaient après le dîner. Margaret trouva Charles seul sur la terrasse surplombant l'océan, fumant une cigarette et regardant les vagues se briser sur les rochers en contrebas. La lune était presque pleine, baignant la scène d'une lumière argentée qui lui donnait un aspect presque théâtral. Elle s'approcha lentement, portant 2 verres de brandy et vêtue d'une robe de soirée en soie qui mettait en valeur sa silhouette toujours impressionnante. « Tu sembles préoccupé, Charles, » dit-elle en lui offrant un des verres. Ce ne serait pas par hasard des pensées sur le mariage avec ma fille. Charles accepta le brandy avec reconnaissance, bien qu'il remarquât que la proximité de Margaret le rendait inexplicablement nerveux. Il y avait quelque chose dans son attitude, un léger changement dans sa façon de le regarder, une position juste assez proche pour que son parfum emplisse ses sens, qui semblait inapproprié pour une future belle-mère. « Pas exactement préoccupé, » répondit Charles en prenant une gorgée du brandy exceptionnel. « Je songe à l'avenir, à la guerre, aux changements qui arrivent dans notre monde. Parfois je me demande si nous ne vivons pas dans une sorte de rêve qui va se terminer très brusquement. » Margaret se rapprocha, si proche qu'il pouvait sentir la chaleur émaner de son corps. « Les rêves peuvent être des choses dangereuses, » murmura-t-elle. « Ils nous font oublier ce qui est réel, ce qui est important. Parfois, les choses les plus précieuses de la vie sont juste devant nous, mais nous sommes trop distraits par des fantasmes pour les voir. » La conversation dura près d'1 heure. Guidant habilement Charles vers des sujets qui révélaient ses angoisses et désirs les plus profonds, Margaret apprit ses préoccupations financières, ses doutes sur sa carrière juridique, sa peur de ne pas mériter l'amour d'Ellelanena. À chaque révélation, elle se posa comme celle qui le comprenait mieux que quiconque. Ce que Charles ignorait, c'est que Margaret l'étudiait depuis des semaines, apprenant ses habitudes, ses faiblesses, son emploi du temps. Elle avait lu sa correspondance avec Ellelanena, cherchant des indices sur son caractère. Elle avait fait des enquêtes discrètes sur les finances de sa famille, découvrant que son héritage était encore plus important qu'elle ne l'espérait. Surtout, elle avait ajouté de petites quantités d'un sédatif léger à son brandy du soir. Rien de dangereux, juste assez pour le rendre plus susceptible aux suggestions et moins capable de maintenir des limites appropriées. Cette nuit-là, alors qu'ils se tenaient ensemble sur la terrasse, Margaret fit son premier mouvement. Ce fut subtil, une main posée sur son bras pour appuyer un poing, un rire qui dura un instant de trop, un compliment sur son intelligence accompagné d'un regard qui traduisait une appréciation plus profonde. Charles, déjà troublé par l'intimité inhabituelle de leur conversation et par les effets du brandy drogué, se retrouva à répondre malgré sa meilleure conscience. « Tu n'es pas du tout ce à quoi je m'attendais, » avoua-t-il, la voix légèrement pâteuse. Quand Ellelanena décrivait sa mère, je m'imaginais quelqu'un de différent, de plus conventionnel. « Et que penses-tu de moi maintenant ?» demanda Margaret, ses yeux gris acier fixés sur lui avec une intensité qui fit accélérer son pouls. Charles peinait à trouver des mots appropriés,
mais le brandy et la proximité de Margaret rendaient la pensée claire impossible. « Je pense, » dit-il lentement, qu'Elena Nena a beaucoup de chance d'avoir appris la grâce et l'intelligence d'une femme aussi remarquable. C'était exactement l'ouverture que Margaret attendait. Elle s'approcha encore, si près que son souffle réchauffa sa nuque en murmurant « Certaines leçons ne s'apprennent que par l'expérience, Charles. Certaines formes d'éducation exigent une approche plus personnelle. » La séduction ne se produisit pas cette nuit-là. Margaret était bien trop habile pour précipiter une opération si délicate. Au lieu de cela, elle planta des graines de désir et de confusion qui allaient croître dans les jours suivants. Elle se retira juste au moment où Charles semblait prêt à franchir une ligne qu'il ne pourrait plus défaire, le laissant frustré et coupable, incertain de ce qui avait failli se produire ou pourquoi il ressentait une telle attraction pour la mère de sa fiancée. Elena Nena, qui pratiquait le piano dans la salle de musique, n'entendit que le murmure des voix venant de la terrasse et supposa que sa mère et Charles discutaient des détails du mariage. Catherine, lisant dans la bibliothèque, remarqua que Charles avait l'air agité à son retour mais l'attribua aux nerfs d'avant-mariage. Les domestiques, entraînés à être invisibles et sourds aux conversations privées de leurs employeurs, n'observèrent rien d'inhabituel pour une maison préparant un mariage mondain. Mais la femme de chambre de Margaret, Sarah Connelly, une Irlandaise au regard perçant qui servait la famille depuis 15 ans, remarqua quelque chose qui la troubla profondément. En aidant Margaret à se préparer pour la nuit, elle la vit examiner son reflet dans le miroir avec une satisfaction qui semblait inappropriée pour une femme dont la fille allait se marier. « Vous semblez satisfaite de la soirée, madame », osa dire Sarah prudemment. Margaret sourit, mais ce n'était pas le sourire chaleureux d'une mère heureuse. C'était le sourire froid et calculateur d'un prédateur qui venait d'identifier sa proie. « Oui, Sarah, » répondit-elle en se brossant les cheveux avec des gestes lents et délibérés. « Je crois que tout se déroule exactement comme il le faut. » Le lendemain matin apporta des nouvelles inquiétantes qui jetaient la première ombre de suspicion sur le monde soigneusement construit de Margaret. Le docteur William Ansley, le médecin de famille qui avait soigné Edmund Aldridge lors de sa dernière maladie 3 ans plus tôt, arriva à Ravenscraftoft Manor le visage profondément préoccupé. Il était venu, expliqua-t-il à Margaret dans l'intimité de son bureau, à cause de rumeurs troublantes circulant au sein de la communauté médicale de Newport. « Il y a des questions, Margaret, » dit le docteur Ansley en acceptant le thé qu'elle lui offrait avec une réticence évidente. « Des questions sur la mort d'Edmund que j'espérais franchement ne jamais voir surgir. » L'expression de Margaret resta parfaitement composée, bien que sa main tremblât presque imperceptiblement alors qu'elle versait son propre thé. « Des questions » demanda-t-elle. « Quel genre de questions pourrait-on se poser au sujet d'un accident d'équitation ?» Le docteur Ansley était un homme de 62 ans, aux cheveux gris et aux yeux fatigués ayant vu trop de souffrances au fil des décennies. Il avait assisté aux naissances des filles de Margaret, soigné la famille lors de diverses maladies et se considérait comme un ami autant que médecin, ce qui rendait ses paroles d'autant plus difficiles à entendre. « Les symptômes d'Edmund avant sa mort, » continua-t-il avec réticence, « les convulsions, les troubles digestifs, la façon dont ses ongles se sont assombris durant ces derniers jours. À l'époque, j'ai attribué tout cela à des blessures internes causées par la chute. Mais d'autres médecins ont suggéré que la progression est plus compatible avec un empoisonnement qu'avec un traumatisme. » Margaret reposa sa tasse avec une parfaite immobilité. « Docteur Ansley, vous n'allez pas me dire que mon mari a été assassiné. Par qui et pourquoi? » « Je ne suggère rien, » répondit-il rapidement. « Je vous dis simplement que des questions sont posées, des questions qui pourraient devenir très embarrassantes si elles arrivaient aux mauvaises oreilles. » Ce que le docteur Ansley ne dit pas à Margaret, c'est que ces questions avaient pris naissance d'une source inattendue, Charles Whitfield lui-même. Lors d'un dîner la semaine précédente au manoir Vanderbilt, Charles avait évoqué la mort d'Edmund au docteur James Morrison, un médecin de Boston spécialisé dans les cas suspectés d'empoisonnement. Les questions anodines du docteur Morrison sur les symptômes avaient révélé des détails qui l'avaient profondément mis en alerte, et il en avait partagé ses soupçons avec des collègues de la communauté médicale de Newport. L'intérêt de Charles pour la mort d'Edmund ne venait pas de la suspicion, mais de sa formation juridique. Il avait examiné les documents financiers de la famille Aldridge en préparation des contrats de mariage et avait remarqué plusieurs irrégularités dans le calendrier des modifications testamentaires et des polices d'assurance d'Edmund. Edmund avait apporté des modifications substantielles à sa planification successorale dans les mois précédant sa mort, des changements qui favorisaient largement Margaret et lui donnaient un contrôle sans précédent sur les finances familiales.
Margaret remercia le docteur Ansley de son inquiétude et lui assura qu'elle souhaitait toute enquête susceptible de balayer ces terribles rumeurs. Mais après son départ, elle resta seule dans son bureau pendant près d'une heure, regardant l'Atlantique par la fenêtre et calculant ses options. Elle avait toujours su que ce moment pourrait arriver. S'était toujours préparée à la possibilité que la mort d'Edmund finirait par attirer une attention indésirable. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que la menace viendrait de Charles lui-même. Ce soir-là, Margaret prit une décision qui la transformerait d'une femme ayant tué une fois par désespoir en quelque chose de bien plus dangereux. Elle ne se contenterait pas de survivre à l'enquête sur la mort d'Edmund. Elle l'utiliserait pour éliminer définitivement toute menace à sa sécurité. Les investigations suspicieuses de Charles lui avaient montré qu'il était plus dangereux qu'elle ne l'avait d'abord cru, mais elle lui avait aussi appris exactement comment transformer ce danger à son avantage. Le plan qui commença à se former dans l'esprit de Margaret était époustouflant par son audace et effrayant par ses implications. Elle séduirait Charles, non seulement pour le voler à Elelanena, mais pour le rendre complice d'un complot qui assurerait à jamais la fortune des Aldridge. Elle utiliserait son expertise juridique pour l'aider à créer la parfaite série d'accidents qui éliminerait tous ceux qui menaçaient son secret, y compris ses propres filles, si nécessaire. Mais d'abord, elle devait s'assurer de la coopération complète de Charles, et elle savait exactement comment y parvenir. Tard dans la nuit, tandis que la maisonnée dormait, Margaret se rendit à la chambre d'amis de Charles. Elle avait drogué son brandy du soir plus fortement que d'habitude, s'assurant qu'il serait dans un état d'excitation confuse lorsqu'elle arriverait. Ce qui se passa dans cette chambre au cours des heures suivantes lia Charles à elle d'une manière rendant impossible tout retrait. Les documents découverts en 1924 comprenaient la confession manuscrite de Charles, scellée dans une enveloppe portant la mention « à n'ouvrir qu'à ma mort ». Ce que cette confession révélait sur sa première nuit avec Margaret Aldridge était si choquant que les autorités envisagèrent de la brûler plutôt que de la conserver comme preuve. Si vous trouvez cette histoire aussi troublante que nous, cliquez sur « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui apprécie les sombres mystères historiques. Ce sont le genre de vérités enfouies que des familles puissantes dépensent des fortunes pour garder cachées. Pendant ce temps, Elelanena dormait paisiblement dans sa chambre, juste au bout du couloir, complètement ignorante du fait que ses fiançailles venaient de se transformer en quelque chose de bien plus sinistre qu'une simple trahison. Elle ne savait pas que son fiancé n'était plus seulement infidèle, il était désormais complice de meurtre, lié à sa mère par des secrets qui allaient finalement tout les détruire. La transformation de Charles au cours des jours suivants fut subtile mais indéniable pour quiconque le connaissait bien. Elelanena remarqua qu'il semblait distrait pendant leur conversation, fixant souvent le vide avec une expression qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Quand elle lui demanda si quelque chose le tracassait, il l'assura que tout allait parfaitement, mais son sourire paraissait forcé et ses yeux avaient une étrange intensité nouvelle. Catherine, dont l'esprit vif la rendait plus observatrice que sa sœur douce, remarqua que Charles cherchait désormais à avoir des conversations privées avec leur mère à chaque occasion. Elle les surprit assis ensemble dans la bibliothèque un après-midi, assis plus près qu'ils ne paraissaient appropriés, leur voix baissée en chuchotement chaque fois qu'elle entrait dans la pièce. Lorsqu'elle en parla à Elelanena, sa sœur balait cela d'un revers. Bien sûr, Charles veut nouer une bonne relation avec sa future belle-mère. Ce que Catherine et Elelanena ne pouvaient imaginer, c'était la vraie nature de ces conversations privées. Charles, encore hébété par sa nuit avec Margaret et par les révélations choquantes qu'elle lui avait faites, était systématiquement entraîné dans une conspiration qui allait le rendre complice de crimes qu'il n'aurait jamais cru possible. Margaret lui avait tout révélé, le meurtre d'Edmund, les documents falsifiés, l'accident soigneusement orchestré qui avait fait d'elle une riche veuve. Mais elle avait présenté le tout comme un acte désespéré d'autodéfense face à un mari abusif qui menaçait de détruire financièrement elle et ses filles. Elle prétendit qu'Edmund envisageait de la divorcer et de la laisser sans le sou, la forçant à choisir entre la survie de sa famille et sa conscience. « Je n'ai jamais voulu devenir cette personne », dit-elle à Charles lors d'une de leurs rencontres secrètes, laissant couler des larmes sur ses joues avec une précision théâtrale. « Mais quand il faut choisir entre l'avenir de mes filles et mon âme, quelle mère ne sacrifierait pas tout pour protéger ses enfants ?» Charles, déjà compromis par sa relation physique avec Margaret et rongé par la culpabilité d'avoir trahi Elelanena, se trouva entraîné plus profondément dans sa toile de justification et de demi-vérité. La version des faits de Margaret la présentait comme une victime, contrainte à des choix terribles par des circonstances indépendantes de sa volonté. Elle était si habile à mêler la vérité à la manipulation que Charles en vint à croire qu'il aidait à protéger Elelanena et Catherine plutôt qu'à les mettre en danger. La première tâche que Margaret confia à Charles sembla assez inoffensive,
utiliser ses compétences juridiques pour revoir les documents de planification successorale de la famille et identifier des vulnérabilités potentielles susceptibles de menacer leur sécurité. Charles se jeta dans ce travail avec un véritable enthousiasme, reconnaissant de trouver un moyen de contribuer au bien-être de la famille qui ne l'obligeait pas à affronter trop directement ses propres compromis moraux. Ce que Charles découvrit dans ces documents aurait dû le terrifier. Le schéma devint indubitable une fois qu'il sut quoi chercher. La mort d'Edmund avait été précédée d'une série de modifications soigneuses de testament, de polices d'assurance et d'actes de propriété qui maximisaient les bénéfices de Margaret tout en minimisant la vigilance extérieure. Plus troublant encore, il trouva des preuves de schémas similaires entourant les décès de deux autres hommes liés à la famille Aldridge, le premier mari de Margaret, mort dans un accident de bateau avant la naissance de Charles, et l'ancien fiancé d'Elena, Thomas Richardson, décédé dans un accident de voiturette à cheval quelques mois seulement avant que Charles ne commence à courtiser Elena. La mort de Thomas Richardson était particulièrement suspecte parce que Charles l'avait connu un peu à Harvard. Thomas était en bonne santé, athlétique et un cavalier expérimenté, peu susceptible de perdre le contrôle de sa voiturette sur une route familière par beau temps. Les circonstances de l'accident, une panique soudaine de ses chevaux par une soirée calme, entraînant une collision qui lui brisa le cou, avait peu de sens pour quiconque connaissait l'adresse équestre de Thomas. Charles confronta Margaret avec ses découvertes, s'attendant à ce qu'elle soit choquée par les implications. Au lieu de cela, elle confirma calmement ses pires soupçons. Thomas avait en effet découvert quelque chose à propos de la mort d'Edmund qui le rendait dangereux. Et Margaret avait été forcée d'agir pour se protéger, elle et ses filles. Les autres décès, affirmait-elle, avaient été de véritables accidents qui, malheureusement, créaient un schéma susceptible d'être mal interprété par des esprits suspicieux. « Vous voyez pourquoi j'ai besoin de votre aide, » lui dit Margaret, sa main reposant familièrement sur son bras. « Quelqu'un de votre intelligence et de votre formation juridique est essentiel pour s'assurer qu'aucun autre accident ne soit nécessaire. Avec votre aide, nous pouvons assurer l'avenir de la famille sans que personne d'autre ne soit blessé. » Charles était horrifié de réaliser qu'une partie de lui trouvait la pragmatique froide de Margaret concernant le meurtre presque admirable. Elle n'était ni folle ni sadique. Elle était une stratège au sang-froid qui éliminait les menaces pesant sur sa famille avec la même planification méthodique qu'un général utiliserait pour gagner une guerre. Dans son état compromis, il commença à rationaliser ses actions comme des mots nécessaires, même si sa conscience criait qu'il devenait complice de crimes indicibles. La dernière étape de la séduction de Charles par Margaret survint lorsqu'elle lui révéla l'ampleur complète de son plan. Elena, expliqua-t-elle avec une sollicitude maternelle, s'était mise à douter de ses fiançailles et posait des questions gênantes au sujet de la mort de Thomas Richardson. Pire encore, elle correspondait avec des proches à Boston qui pourraient reconstituer la vérité sur l'historique de décès opportun de la famille. « J'aime ma fille, » dit Margaret d'un ton qui semblait vraiment déchiré. Mais elle est jeune et naïve quant au danger que représente la vérité. Si elle continue d'enquêter, elle ne détruira pas seulement sa propre vie, elle provoquera un scandale qui s'abattra sur nous tous, y compris sur toi, Charles. Ton association avec cette famille ruinerait à jamais ta carrière et ta réputation. La solution de Margaret était d'une élégante simplicité et absolument monstrueuse. Elena devrait subir un tragique accident avant d'avoir pu dévoiler les secrets de la famille. Ce serait déchirant. Mais c'était le seul moyen de protéger tout le monde, y compris Catherine, encore assez jeune pour se bâtir une nouvelle vie loin des commérages et des soupçons de Newport. L'horreur de Charles devant cette suggestion aurait dû le pousser à fuir immédiatement Ravenscraft Manor et à tout signaler aux autorités. Au lieu de cela, il se mit à poser des questions pratiques sur le calendrier et les méthodes, comme s'il examinait un contrat juridique plutôt que de planifier le meurtre de sa fiancée. La transformation était complète. Charles Whitfield, arrivé à Newport en tant que jeune homme honorable voulant épouser par amour, était devenu l'acolyte consentant de Margaret Aldridge dans un complot qui allait tuer la femme qu'il avait promis de chérir et de protéger. La première vraie suspicion d'Elena survint un matin pluvieux du début, mais lorsqu'elle trouva Charles et sa mère en train d'examiner une bouteille de vin dans la cave sous Ravenscraft Manor. Ils se tenaient tout près l'un de l'autre, parlant à voix basse avec urgence, et dès qu'ils la remarquèrent approcher, ils se turent, affichant l'expression coupable de conspirateurs pris sur le fait. « Nous étions juste en train de choisir le vin pour le dîner de ce soir, » expliqua Margaret avec fluidité, bien qu'Elena remarqua qu'aucun des deux ne tenait plus la bouteille. Charles a développé un véritable goût pour notre fournisseur. Elena sourit et accepta l'explication, mais quelque chose dans la scène la troublait. La bouteille qu'ils avaient examinée était couverte de poussière,
Clairement un vieux millésime que Margaret réservait habituellement aux grandes occasions. Plus étrange encore, Elena était certaine d'avoir vu Charles glisser quelque chose de petit dans la poche de sa veste juste avant qu'elle n'apparaisse. Ce soir-là, durant le dîner, Elena observa de plus près les interactions entre sa mère et son fiancé. Elle nota la manière dont les doigts de Margaret traînaient en passant le sel à Charles, la façon dont leurs regards se rencontraient avec une compréhension muette sur des sujets apparemment innocents, et comment Charles semblait suspendu aux paroles de Margaret avec une intensité dépassant largement un simple intérêt poli. Lorsqu'Elena mentionna qu'elle avait reçu une lettre de la sœur de Thomas Richardson à Boston posant des questions sur les circonstances de sa mort, la réaction de Margaret et de Charles fut immédiate et révélatrice. La fourchette de Margaret resta suspendue à mi-chemin vers sa bouche, et Charles laissa réellement tomber son verre de vin, répandant le rouge sur la nappe blanche comme du sang répandu. « Comme je suis maladroit, » dit Charles, la voix tendue en cherchant sa serviette. « Je ne comprends pas pourquoi mademoiselle Richardson poserait de telles questions après tout ce temps. »« Le deuil affecte les gens différemment, » répliqua Margaret avec précaution, faisant signe à un domestique d'essuyer la tâche. « Certaines personnes ne peuvent accepter que les accidents soient simplement des accidents. Elles ont besoin de quelqu'un à blâmer. » Elena se mit à scruter le visage de sa mère pendant qu'elle parlait. L'expression de Margaret était parfaitement contrôlée, mais il y avait quelque chose de froid dans ses yeux qu'Elena n'avait jamais vu auparavant, une qualité calculatrice qui la fit se sentir soudainement en danger chez elle. Plus tard cette nuit-là, Elena prit une décision qui la mettrait en péril mortel. Elle décida de fouiller les effets personnels de Thomas Richardson, entreposés au grenier du manoir après sa mort. Il pourrait s'y trouver une preuve expliquant pourquoi sa sœur continuait de poser des questions. Ce qu'Eleanor trouva dans le coffre de Thomas la glaça. Caché sous ses vêtements se trouvait un portefeuille en cuir contenant des notes détaillées sur la mort d'Edmund Aldridge, y compris des observations médicales jetant un sérieux doute sur la version officielle d'un accident d'équitation. Thomas avait enquêté sur Margaret, consignant les incohérences dans son récit de la dernière maladie d'Edmund et recueillant les témoignages de domestiques ayant été témoins d'un comportement étrange à cette époque. Plus troublant encore était une lettre écrite par Thomas mais jamais envoyée, adressée au chef de la police de Newport. Il y exposait systématiquement ses soupçons contre Margaret, citait des preuves spécifiques et demandait une enquête formelle. La lettre était datée seulement 3 jours avant sa propre mort. Eleanor, sick, resta assise dans le grenier poussiéreux, entourée des affaires de Thomas, et comprit que l'homme qu'elle avait failli épouser était mort parce qu'il avait découvert la vérité sur le meurtre de son père. Pire encore, elle réalisa que ses fiançailles actuelles étaient d'une manière ou d'une autre liées à ce même schéma mortel. Le comportement étrange de Charles, ses conversations secrètes avec Margaret, la façon dont tous deux avaient réagi aux questions de la sœur de Thomas, tout pointait vers une conspiration mettant Elena elle-même en grave danger. Le bruit de pas montant l'escalier du grenier fit glacer le sang d'Elena. Elle cacha vite le portefeuille de Thomas sous sa jupe et fit semblant d'examiner ses vêtements avec une tristesse nostalgique. Mais son cœur battait si fort qu'elle était certaine que quiconque approchait pouvait l'entendre. Margaret apparut en haut des marches, portant une lampe et affichant une expression de préoccupation qui ne semblait plus sincère aux yeux désormais méfiants d'Elena. « Ma chère, que fais-tu ici si tard » demanda Margaret. La voix douce mais le regard perçant scrutant le contenu éparpillé du coffre de Thomas. « Ce n'est pas sain de se complaire dans de tels souvenirs tristes. »« Je me souvenais seulement, » répondit Eleanor en luttant pour garder la voix stable. « La lettre de mademoiselle Richardson m'a fait penser à lui. Je pensais qu'il y aurait peut-être quelque chose parmi ses affaires qui la soulagerait. » Margaret s'approcha, et Eleanor sentit une bouffée de son parfum mêlée à autre chose, une odeur faible et amère qui lui semblait étrangement familière mais qu'elle ne parvenait pas à identifier. « C'est bien attentionné de ta part, » dit Margaret. « Mais je crains que raviver de vieux chagrins ne fasse plus de mal que de bien. Certaines blessures se cicatrisent mieux lorsqu'on les laisse tranquilles. » La manière dont Margaret appuya le mot « tranquille » fit frissonner Elena. Il y avait claire mise en garde dans le ton de sa mère, une suggestion que poursuivre l'enquête sur la mort de Thomas serait imprudent. Elena comprit avec une horreur grandissante qu'elle ne regardait plus sa mère mais une étrangère dangereuse qui avait, d'une façon ou d'une autre, remplacé la femme qui l'avait élevée. « Bien sûr, mère, » dit Elena en se forçant à sourire. « Vous avez parfaitement raison. Je devrais me concentrer sur l'avenir plutôt que de ressasser le passé. » Margaret lui rendit son sourire, mais Elena devina les calculs derrière l'expression. « Exactement, ma chère. Ton mariage n'est que dans quelques semaines. Cela devrait être ta seule préoccupation maintenant.
Alors que Margaret se retournait pour partir, Elelannena fit une découverte qui confirmait ses pires craintes. Un petit flacon en verre était tombé de la poche de sa mère et avait roulé sur le plancher du grenier pour s'arrêter près des pieds d'Elelannena. Le flacon contenait une poudre blanche et portait une étiquette écrite de la main de Margaret. Pour maux de tête, à utiliser parcimonieusement. Elelannena reconnut immédiatement le flacon. Margaret portait des bouteilles identiques depuis des années, prétendant qu'elles contenaient un remède pour ses fréquents maux de tête. Mais Elelannena comprit maintenant que l'odeur amère qu'elle avait perçue sur sa mère était la même qui régnait dans la maison pendant la dernière maladie de son père et durant les semaines précédant la mort de Thomas Richardson. La poudre blanche n'était pas un médicament contre les maux de tête. C'était du poison. Et Elelannena comprit, avec une clarté cristalline, qu'elle vivait sous le même toit qu'une femme qui avait assassiné au moins 2 hommes et qui comptait recommencer. La question était, qui serait la prochaine victime de Margaret? Les instincts d'Elelannena lui disaient qu'elle-même était en danger immédiat, mais la logique la poussait à penser que Charles, en tant que complice de Margaret, serait en sécurité. Ce qu'Elelannena ignorait, c'est que Margaret avait déjà décidé que Charles en savait trop pour pouvoir survivre bien longtemps, et que tous deux vivaient désormais sur un temps emprunté. Le poison que Margaret utilisait était de l'arsenic, facilement disponible en 1861 comme poison pour rats et aisément dissimulé dans les aliments ou les boissons. Les connaissances médicales sur l'empoisonnement à l'arsenic étaient limitées, ce qui en faisait l'arme parfaite pour quelqu'un assez ingénieux pour l'employer à petite dose sur la durée. Si cette révélation vous glace, vous n'êtes pas seul, cliquez sur « J'aime » si la cruauté calculée de Margaret vous horrifie autant que nous. Et abonnez-vous. Nous allons maintenant révéler comment la découverte d'Elelannena aboutit à une confrontation décisive qui déterminerait si elle verrait le jour suivant. Ce qu'Elelannena ne pouvait savoir alors qu'elle cachait ce flacon et tentait de paraître normal, c'est que Margaret avait déjà commencé à ajouter de petites quantités d'arsenic dans la nourriture d'Elelannena et de Charles, testant combien chacun pouvait tolérer avant de montrer des symptômes. Les maux de tête qu'Elelannena ressentait depuis une semaine n'étaient pas dus au stress des préparatifs du mariage. Ils étaient les premiers signes d'un empoisonnement à l'arsenic. Elelannena passa les 3 jours suivants dans un état de terreur contenue, cherchant à agir normalement tout en préparant secrètement son plan pour sauver sa vie. Elle évitait autant que possible de prendre des repas, prétextant que l'agitation liée au mariage affectait son appétit. Elle commença à porter en permanence le portefeuille de preuves de Thomas Richardson caché sous ses vêtements, sachant qu'il pourrait être la seule preuve des crimes de Margaret si elle devait demander de l'aide. La confrontation eut lieu la nuit du 15 mai 1861, exactement un mois avant le mariage prévu d'Elelannena. Elle avait retrouvé Margaret et Charles dans la cave à vin, mais cette fois-ci elle s'était cachée sur l'escalier et avait écouté toute leur conversation. Ce qu'elle entendit confirma ses pires craintes et révéla l'ampleur complète de leur conspiration meurtrière. « Il faut augmenter la dose », disait Margaret, la voix calme et procédurière. « Elelannena résiste, et nous ne pouvons pas nous permettre que cela traîne plus longtemps. Le mariage est dans 4 semaines et elle doit être incapable d'ici là. » La voix de Charles était tendue par la culpabilité et la peur. « Margaret, je ne peux pas. La regarder souffrir ainsi me détruit. Il doit y avoir une autre façon. »« Il n'y en a pas, » répondit Margaret froidement. « Elelannena en sait trop. Si tu n'avais pas été si négligent avec ces documents, nous ne serions pas dans cette situation, et ta soudaine crise de conscience est touchante, mais il est bien trop tard pour les remords. »« Et Catherine » demanda Charles. « Elle pose aussi des questions. » Le rire de Margaret, glacial dans sa cruauté décontractée, fit frissonner Elelannena. Catherine sera dévastée par la maladie tragique de sa sœur, bien sûr. Si dévastée qu'elle aura besoin de voyager à l'étranger pour se rétablir. Je pense à un endroit isolé. Peut-être un sanatorium à la montagne où l'air est raréfié et les accidents fréquents. Elelannena se pressa contre le mur de pierre de l'escalier, luttant pour ne pas pousser un cri à la pensée des intentions de sa mère. Margaret ne se contentait pas de planifier sa mort. Elle prévoyait aussi d'éliminer Catherine, supprimant ainsi ses 2 filles pour assurer le contrôle total de la fortune familiale. Puis, à voix à peine audible, Charles murmura « Et nous alors ?» Margaret se rapprocha de Charles. Elelannena entendit le froissement de la soie alors que la robe de sa mère frôlait l'homme. « Nous serons libres, Charles. Libres d'être ensemble, libres de profiter de la vie que nous aurons créée. Pense-y. Toute la société de Newport dira que nous avons trouvé du réconfort l'un auprès de l'autre après la perte de la pauvre Elelannena. C'est presque romantique. » Ce que Margaret ne dit pas à Charles,
c'est qu'elle avait déjà décidé qu'il serait sa prochaine victime après la mort de Catherine. Charles avait servi son dessein en apportant son expertise juridique et son aide pour les meurtres, mais il était finalement trop faible et rongé par la culpabilité pour être digne de confiance à long terme. Quelques mois après leur mariage au cœur du deuil, Charles subirait un tragique accident, laissant Margaret unique héritière des fortunes Aldridge et Whitfield. Elela Néna en avait assez entendu. Elle regagna discrètement l'étage, l'esprit fourmillant d'idées d'évasion. Elle devait quitter Ravenscraft Manor immédiatement, mais elle devait aussi s'assurer que les crimes de Margaret seraient exposés et que Catherine soit avertie du danger. Le portefeuille de preuves était crucial. Mais Elela Néna comprit qu'il ne suffirait pas à lui seul. Il lui faudrait des témoins, un soutien officiel, et, surtout, survivre assez longtemps pour raconter son histoire. Le bruit de pas montant de la cave la poussa à agir. Elle courut à sa chambre et fit vite un petit sac avec l'essentiel, y rangeant le portefeuille de Thomas Richardson. Elle écrivit une brève note à Catherine, l'avertissant des plans de Margaret et la suppliant de fuir immédiatement la maison. Puis elle attendit près de sa fenêtre, guettant l'occasion de s'échapper sans être vue. L'occasion se présenta vers minuit, quand Margaret et Charles regagnèrent leur chambre. Elela Néna sortit par la porte de service et traversa les terrains en direction des écuries, comptant prendre un cheval et galoper jusqu'au centre-ville de Newport où elle pourrait chercher l'aide des autorités. Elle avait presque atteint les écuries lorsqu'une voix l'appela par derrière. « Tu vas quelque part, ma chère ?» Elela Néna se retourna et vit Margaret se tenir dans l'ombre du manoir, toujours en robe de soirée mais cette fois tenant quelque chose qui scintillait à la lueur de la lune. En ajustant ses yeux, Elela Néna réalisa avec horreur que sa mère tenait un revolver. « Je ne pouvais pas dormir, » dit Elela Néna, cherchant à garder la voix calme. « Je pensais que l'air frais m'aiderait. » Margaret s'approcha, l'arme jamais détournée de sa cible. « Avec un sac de voyage, comme c'est gentil de ta part de partir en promenade nocturne, » dit-elle, la voix toujours contrôlée mais désormais perçante d'un danger qu'Elela Néna n'avait jamais entendu chez elle. « Je suis déçu de toi, Elela Néna. J'espérais que nous pouvions régler cela discrètement, sans désagrément, mais il semble que tu aies hérité de la têteté de ton père. » Elela Néna comprit alors que fuir serait vain. Margaret était trop proche et les terrains offraient peu de cachette entre l'écurie et les grilles. Sa seule chance était de continuer à parler et d'espérer que quelqu'un l'entende ou que Margaret commette une erreur. « Je sais tout, » dit Elela Néna, surprise par la force de sa propre voix. « L'enquête de Thomas, le meurtre de notre père, tes plans pour Catherine et Charles. Tu ne peux pas nous tuer toutes et t'attendre à ce que personne ne remarque. » Le sourire de Margaret était froid et satisfait. « Ne me dis-tu pas ?» dit-elle en levant le revolver, son doigt se resserrant sur la détente. Le coup de feu qui suivit résonna sur les terrains du domaine comme le tonnerre, brisant la nuit paisible et alertant tout le voisinage qu'un drame venait d'avoir lieu à Ravenscroft Manor. Mais la balle ne trouva pas Elela Néna. Elle ricocha, Margaret reculant en criant de douleur et de surprise. Catherine avait frappé sa mère par derrière avec un lourd tisonnier en fer de la cheminée, après avoir suivi Elela Néna dehors suite à la note d'avertissement. Le coup n'était pas destiné à tuer, mais il fut assez violent pour envoyer Margaret s'écraser sur le chemin de gravier, le revolver roulant et disparaissant dans l'obscurité. « Elela Néna, cours !» cria Catherine. Mais sa sœur s'élança déjà, courant vers l'écurie avec Catherine sur ses talons. Elles entendirent Margaret hurler de rage et de douleur derrière elle, sa voix portant sur les terrains comme le cri d'un animal blessé. « Espèce de petites ingrats !» s'écria Margaret, se relevant avec difficulté malgré le sang qui coulait de la plaie à sa tête. « Je vous ai tout donné. Je vous ai protégé de la pauvreté et du déshonneur. C'est ainsi que vous me remercierez ?» Les sœurs atteignirent l'écurie et sellèrent rapidement 2 chevaux, les mains tremblantes d'adrénaline et de peur. Derrière elles, des lumières s'allumaient aux fenêtres du manoir tandis que les domestiques se levaient pour enquêter sur le coup de feu. Mais elles virent aussi une scène plus terrifiante, Charles sortant de la maison, portant une lanterne et ce qui semblait être une autre arme. « Elle appelle Charles », haleta Catherine tandis qu'elle montait en selle. « Ils vont tous les deux nous poursuivre. » Elela Néna regarda une dernière fois le manoir, voyant Margaret silhouettée à la porte d'entrée, le visage en sang mais bien vivante et furieuse. « Alors hâtons-nous d'arriver en ville avant qu'ils ne puissent organiser une poursuite. » Les sœurs éprenèrent leurs chevaux et galopèrent sur l'allée pour gagner les grilles de Ravenscraft Manor. Derrière elles, on entendait des voix et le bruit d'autres chevaux qu'on préparait,
mais elles avaient une avance cruciale. Le trajet jusqu'au centre de Newport prenait 20 minutes au galop. Si elles gardaient leur avance, elles pourraient atteindre la sécurité avant que Margaret et Charles ne les rattrapent. En traversant la campagne au clair de lune, Ellelanena sortit le portefeuille de preuves de Thomas Richardson de son sac et le tendit à Catherine. « Si quelque chose m'arrive, » cria-t-elle par-dessus le fracas des sabots, « fais en sorte que ça parvienne aux autorités. Il contient la preuve de tout, le meurtre de notre père, l'enquête de Thomas, tout. » Catherine prit le portefeuille, le visage fermé par la détermination. « Rien ne nous arrivera, » répondit-elle. « Nous allons survivre à ça, et nous allons voir Margaret pendue pour ce qu'elle a fait. » Mais même en prononçant ces mots courageux, Catherine aperçut des cavaliers au loin, qui gagnaient rapidement du terrain. Margaret et Charles avaient organisé la poursuite plus vite que les sœurs ne l'avaient espéré, et leurs chevaux, plus frais, rapprochaient peu à peu la distance. La poursuite s'acheva sur la place du village de Newport, où l'arrivée désespérée d'Ellelanena et Catherine au galop, hurlant au secours, réveilla la moitié de la ville et fit accourir le constable de nuit. L'histoire des sœurs était si folle et si invraisemblable que, dans des circonstances normales, on aurait pu les prendre pour de jeunes femmes hystériques victimes du trac nuptial. Mais le portefeuille de preuves de Thomas Richardson, combiné à la connaissance détaillée que les sœurs possédaient des crimes de Margaret et à l'arrivée dramatique de Margaret et Charles en poursuite, convainquirent les autorités d'agir sur le champ. Le docteur Ansley, réveillé et appelé à examiner les preuves, confirma que les observations médicales consignées dans les notes de Thomas concordaient avec un empoisonnement à l'arsenic, et qu'il avait lui-même des soupçons similaires au sujet de la mort d'Edmund Aldridge. Margaret fut arrêtée à l'aube du 16 mai 1861 alors qu'elle se trouvait dans le salon de Ravenscroft Manor, sirotant calmement du thé et faisant comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Confrontée aux preuves accumulées contre elle, elle garda une dignité si convaincante que certains observateurs commencèrent à douter des accusations. Ce ne fut que lorsque de l'arsenic fut découvert dissimulé dans toute la maison, dans sa chambre, la cuisine, jusqu'à la doublure de son manteau favori, que sa façade se fissura enfin. Le sort de Charles fut plus complexe. Sa confession, rédigée dans une cellule en attente de son procès, révéla l'étendue de sa complicité mais le dépeignit aussi comme une victime de la manipulation de Margaret. Le document découvert des décennies plus tard décrivait avec un détail horrifiant comment Margaret l'avait séduit, compromis et progressivement transformé d'un jeune homme honorable en complice de meurtre. « Je croyais protéger Ellelanena », écrivit Charles dans sa confession. Margaret m'a convaincu que le silence était la seule façon de garder Ellelanena et Catherine en sécurité, que les révélations les détruiraient tout autant que la vérité me détruirait. Quand j'ai réalisé que Margaret avait l'intention de tuer Ellelanena de toute façon, j'étais déjà si profondément pris dans sa toile de mensonges et de crimes que la fuite me paraissait impossible. Je me dis que j'aurais fini par trouver le courage de résister, mais dans mes moments les plus sombres, je sais que la lâcheté et le désir ont fait de moi son complice volontaire. Le procès de Margaret Aldridge devint l'une des affaires les plus sensationnelles de l'histoire judiciaire du Rhode Island. L'élite de Newport fut bouleversée par les révélations au sujet de la veuve respectable qui avait systématiquement assassiné pour s'emparer de richesses et de sécurité. Les journaux de tout le New England couvrirent chaque détail, depuis l'attitude froide de Margaret au tribunal jusqu'au témoignage dramatique de ses propres filles. Margaret ne reconnut jamais sa culpabilité, affirmant jusqu'au bout qu'elle était la victime d'un complot ourdi par des enfants ingrats et des procureurs ambitieux cherchant à se faire un nom. Elle soutint que la mort d'Edmund avait été un accident véritable, que Thomas Richardson était décédé dans un malheureux incident de voiturette, et que ses filles avaient fabriqué des preuves par cupidité pour leur héritage. Mais les preuves matérielles furent accablantes. De l'arsenic fut trouvé dans des échantillons de cheveux prélevés sur le corps exhumé d'Edmund. Le corps de Thomas Richardson, examiné, montrait des signes clairs d'empoisonnement à l'arsenic qui avaient été manqués lors de l'enquête initiale. Plus accablant encore, l'examen médical d'Ellelanena, où Ellelanena, les documents varient, révéla des taux significatifs d'arsenic dans son organisme, prouvant que Margaret avait véritablement empoisonné lentement sa propre fille. Charles fut condamné à 20 ans de prison pour son rôle dans la conspiration. Il n'en purgea que 12 avant de mourir de la consommation dans sa cellule. Sa lettre finale, écrite à Ellelanena juste avant sa mort, lui demandait pardon et exprimait l'espoir qu'elle ait trouvé le bonheur que sa faiblesse avait presque détruit. Margaret Aldridge fut condamnée à mort par pendaison, devenant l'une des rares femmes à subir la peine capitale dans le Rhode Island de cette époque. Elle fut exécutée le 13 octobre 1862, préservant son innocence jusqu'au dernier instant. Des témoins rapportèrent qu'elle marcha vers l'échafaud avec une parfaite maîtrise d'elle-même, vêtue de sa plus belle robe de soie noire,
ne montrant d'émotion au-delà d'une irritation légère face au comportement de la foule. Elena Nena et Catherine héritèrent de ce qui restait de la fortune Aldridge après les frais juridiques et les paiements de restitution, mais elles choisirent de quitter Newport à jamais, vendant Ravenscraft Manor et émigrant en Californie pour commencer une nouvelle vie loin du scandale. Eleanor ne se remaria jamais, consacrant sa vie à aider d'autres femmes à fuir des situations domestiques dangereuses. Catherine épousa un médecin et eut 4 enfants, sans jamais évoquer publiquement les événements de Ravenscraft Manor. Le manoir resta vide pendant près de 20 ans avant d'être acheté puis démoli. Les nouveaux propriétaires, une famille de négociants en mer de Boston, construisirent une maison totalement différente sur le site, affirmant ne vouloir aucune association avec le bâtiment où tant de gens étaient morts. La légende locale prétendit que la maison originelle était maudite, bien que la réalité fût bien plus terre à terre. Personne ne voulait vivre dans un lieu si étroitement lié au crime de Margaret Aldridge. L'affaire Margaret Aldridge soulève des questions troublantes sur le nombre de crimes similaires qui auraient pu rester indétectés à une époque où l'on considérait que les femmes étaient incapables d'une telle violence calculée, et où les connaissances médicales sur l'empoisonnement étaient limitées. Combien de mères aimantes et d'épouses dévouées auraient pu dissimuler des secrets meurtriers derrière des façades de respectabilité et de dévotion maternelle? Croyez-vous que les actes de Margaret furent ceux d'une femme désespérée poussée à l'extrême? Ou bien était-elle simplement une meurtrière froide et méthodique qui profita des attentes sociales envers les femmes pour dissimuler sa vraie nature? Laissez votre commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez. Si ce récit de trahison familiale et de meurtre caché vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos enquêtes sur les secrets les plus sombres de l'histoire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui adore le true crime et les mystères historiques. Ces histoires doivent être racontées, aussi dérangeantes soient-elles. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous explorons une autre affaire de vérités enfouies et de secrets de famille que les puissants espéraient garder à jamais dans l'ombre. La vérité sur Margaret Aldridge et le réseau d'empoisonnement de Newport resta enterrée pendant plus de 60 ans, connue seulement des familles directement concernées et de quelques professionnels du droit qui gardèrent les dossiers scellés. Ce n'est que lorsque les rénovations de 1924 mirent au jour les documents cachés que les historiens commencèrent à reconstituer l'ampleur complète de ces crimes. Même aujourd'hui, certains détails demeurent des mystères. Combien d'hommes Margaret a-t-elle réellement tués? Y eut-il d'autres victimes dont les morts ne furent jamais rattachées à elle? Et, plus glaçant encore, combien d'autres Margaret Aldridge existait-elle dans l'Amérique victorienne, dissimulant leur nature meurtrière derrière le masque de la respectabilité et de la dévotion maternelle? Ces questions resteront peut-être sans réponse complète, mais cette affaire rappelle brutalement que le mal porte souvent les visages les plus innocents, et que les prédateurs les plus dangereux sont souvent ceux en qui l'on a le plus confiance.